Ligne droite, l'éclairage du jour. Le Burkina Faso, vous savez, le pays des hommes intègres, voit donc sa parenthèse civile se refermer après, je crois, 7 ans. Le président Roch Kaboré, c'était le premier civil élu démocratiquement et qui a pu exercer son pouvoir dans la durée, plus ou moins, a présenté donc sa démission dans une lettre manuscrite publiée lundi soir. Hier, donc, les Burkinabés se sont réveillés avec à leur tête un nouveau gouvernement militaire qui a annoncé depuis les studios de la télévision nationale la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement, ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc un trouble nouveau dans un pays qui a déjà connu 8 coups d'État depuis son indépendance en 1960. Alors tout cela sur fond de tensions régionales au Sahel, puisque samedi dernier, nous le savons tous, cette terrible nouvelle, le brigadier Alexandre Martin a été tué par une attaque menée contre la plateforme opérationnelle de Gao, au Mali. C'était quand même le 53e soldat français tué au Sahel. Et hier, la junte malienne a exigé le départ immédiat des soldats danois de la force Tabouka, ajoutant encore un motif de friction entre le Mali et ses partenaires, alors que la France justement s'interroge sur la voie à suivre avec une junte qui refuse d'aller aux élections et qui a ouvert ses portes aux mercenaires de la société privée russe Wagner. Et voilà, donc comment aujourd'hui la France doit réagir face à ce trouble ? Que doit-elle faire ? Rester au risque de prendre encore de l'énergie et des vies ? Et comment, si elle doit rester, sous quelle forme, sachant que les forces militaires ne sont plus les bienvenues ? Eh bien, pour parler de tout ça, c'est évidemment avec Lou Vialet. Bonjour Lou Vialet. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Vous êtes spécialiste de géopolitique africaine, conseiller politique, conférencier, et vos derniers livres sont La fin du franc CFA chez VA Éditions, qui est quand même une référence dans les bibliothèques d'Harvard, de Paris-Dauphine, de l'Institut politique de Paris, et je crois maintenant même dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Mon éditeur a vu que mon premier ouvrage avait été sélectionné dans la plus grande université d'économie au monde, la plus grande bibliothèque universitaire d'économie qui est en Allemagne, et aussi à l'université de Lausanne et dans d'autres bibliothèques universitaires de France. Donc on est Félicitations à vous. Voilà, et votre dernier ouvrage, c'est Après la paix, défi français chez VA Éditions. Alors, pour reprendre notre sujet, des coups d'État qui se multiplient, sachant que si je tiens bien les comptes, il y en a eu en moins d'un an et demi, 5 coups d'État, 2 au Mali, 1 au Tchad, 1 en Guinée et désormais 1 au Burkina Faso. Oui, absolument. Certains commentateurs parlent d'une épidémie de coups d'État. Pourquoi ? Parce un terme à la mode. Oui, c'est un terme à la mode, puisqu'il y a cette pandémie depuis quelques années maintenant. En revanche, il s'agit plutôt, d'une certaine manière, d'une fin de cycle. On peut le voir de deux manières. Soit comme le début de quelque chose, c'est-à-dire le début d'un Sahel, d'une Afrique de l'Ouest, d'une Afrique subsaharienne qui est de plus en plus instable, dans une instabilité permanente, et dont les régimes sont fragiles, si fragiles qu'ils ne tiennent plus face à la force de la rue, face à la rumeur, face à des militaires putschistes. Et on peut le voir aussi comme une fin de cycle, comme une sorte d'impasse, une impasse de la décolonisation, où les promesses des indépendances, des promesses d'indépendance politique, économique, finalement se sont évanouies. Et la décennie dans laquelle nous rentrons, c'est celle où finalement ces promesses s'effondrent et où on entre dans un autre paradigme qui est celui finalement d'une insécurité permanente. On pensait qu'on pouvait en fait accompagner ces pays vers une meilleure démocratie. On pensait qu'en laissant des militaires sur place, on pourrait les accompagner aussi, politiquement. Et finalement, cette solution-là ne marche pas. Là, c'est quand même le constat d'un échec. On est à la fin de cette période de démocratisation de l'Afrique qui avait, vous savez, été prônée par François Mitterrand à partir des années 90. C'était le discours de la Baule qui liait en fait la démocratisation des pays africains à l'attribution de l'aide publique au développement. Et qu'est-ce qu'on a vu notamment ces dernières années ? Notamment, on peut parler juste de cette année, par exemple. Cet été, on a eu un renforcement du pouvoir autoritaire, une sorte de coup d'État constitutionnel en Tunisie. On a eu en 2019 le renversement du président algérien et la permanence d'une junte à la tête de l'État algérien. On a eu la mort d'Idriss Déby au Tchad, remplacé par son fils. On a eu un troisième mandat fait par le président Ouattara en Côte d'Ivoire, qui était
au départ inconstitutionnelle. Elle pouvait se présenter que 2 fois. Là, c'était la 3e fois. Et on a eu ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire des coups d'État dans des endroits comme le Burkina Faso, pour le coup, il y avait eu un renversement de M. Compaoré, qui dirigeait le pays depuis 1987. Il avait été renversé en 2014. Et on avait Roch Kaboré, qui était là depuis 2015, réélu 2 fois. La dernière fois en 2020, et qui là, évidemment, a sauté face à des mutins militaires pour des raisons qu'on va expliquer. Mais donc, en fait, on vit la fin finalement du rêve démocratique, de cette promesse démocratique qui était faite à l'Afrique. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les systèmes qui les remplacent, est-ce que finalement ceux qui ont renversé le président Ibeka, il y a eu 2 coups d'État en 9 mois au Mali, est-ce que les régimes des juntes militaires sont plus fiables? Est-ce que ceux-là peuvent relever les défis africains d'aujourd'hui? A priori, pour l'instant, non. Ils rajoutent de la confusion à la confusion. Le problème n'est pas en fait d'opposer le modèle démocratique à celui de la junte, c'est se poser le problème de comment redresser en fait une économie africaine qui part en lambeaux et des pays africains qui se morcellent de plus en plus et qui font en sorte que notre voisinage, le voisinage de l'Europe, est en train de s'effondrer sous nos pieds et est en train d'accueillir des puissances, on le dit souvent à votre antenne, des puissances agressives, la Russie, la Chine, la Turquie, qui sont à nos portes et qui sont en train de contrôler notre environnement à travers ces États faillis. Alors ça j'aimerais bien en effet qu'on élargisse après le champ, mais pour rester sur le Burkina Faso et ce qui s'est passé avec le président Roch Kaboré, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, si je ne me trompe pas, vous allez nous dire, que même la France était assez méfiante vis-à-vis de ce président. Je ne pense pas qu'on puisse poser la question à si on a dialogué et mené des accords de coopération avec le président Kaboré depuis qu'il a été élu, depuis sa réélection. Mais je pense que ce à quoi vous faites référence, j'étais venu à votre antenne en décembre. Vous vous souvenez, il y avait un convoi de plus de 60 camions de ravitaillement de notre armée, de Barkhane, qui était bloqué justement au nord du Burkina Faso. Il était bloqué, ce convoi, par des populations qui ne comprenaient pas vraiment le retrait militaire de Barkhane du Mali, le fait qu'il y ait une réorganisation de cette opération, qui ne comprenaient pas non plus pourquoi l'armée française était arrivée au Sahel en 2013, pourquoi elle était encore là. Et pourquoi finalement les problèmes qu'il y avait au départ, c'est-à-dire le djihadisme, l'islamisme qui menaçait finalement d'établir son pouvoir, et pourquoi est-ce que finalement ces problèmes étaient encore là et quelques années après. Et donc cette incompréhension faisait le lit de rumeurs, d'attaques et d'interrogations sur la présence de notre armée. Une nouvelle forme de colonialisme, selon eux. Pour certains, oui. Pour certains, c'était une interrogation. Et pour d'autres, il y avait aussi cette idée qu'on en avait assez des massacres. Et que la présence de la France, elle ne résorbait pas ces massacres. Il y a eu un massacre qui est celui d'Inata, qui a fait exploser un petit peu la tension au Burkina en décembre, qui était une gendarmerie dans le nord du Burkina où 30 gendarmes et plusieurs civils ont été massacrés par des djihadistes. Et c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il se trouve que donc depuis décembre, des groupes se sont constitués dans les casernes et il y a eu une explosion de colère. Et là, il y a quelques jours, des mutins se sont rebellés à l'intérieur des casernes, ont réclamé plus de moyens pour faire face au djihadisme et finalement ont enlevé le président Roch Kaboré à son domicile, sont allés à la télévision pour annoncer ce coup d'État et dire qu'ils allaient redresser finalement la situation sécuritaire. Le problème, c'est que c'est pas en ajoutant de l'insécurité ou de l'instabilité à l'instabilité qu'on résout les problèmes. Ce qu'on voit, c'est un formidable dénuement en réalité. Il pourrait y avoir une très grande stabilité, mais militaire. On peut aussi reconnaître d'autres formes de gouvernement que la forme démocratique. Alors, il y a bien sûr d'autres formes de gouvernement. On appelle le réel... La réelle politique, vous voulez dire voilà. Alors oui, mais ça dépend si c'est utile finalement à votre problème. Ce qu'on a vu depuis les années 60, il y a eu environ 120 coups d'État. 120 ou 130, peu importe le chiffre, mais c'est supérieur à 100 en Afrique subsaharienne. Et à chaque fois, en réalité, ces coups d'État ont amené des hommes forts au pouvoir, des colonels, des militaires, et qui souvent étaient renversés par d'autres pouvoirs forts. C'est-à-dire que si vous laissez un pouvoir putschiste prendre la place, ça veut dire que vous mettez un feu vert pour tous les rebelles qui voudraient prendre le pouvoir et installer leurs lois. C'est ça le problème en réalité des coups d'État. C'est qu'ils ajoutent beaucoup d'instabilité. Souvent, ils isolent les pays. Souvent, ils les rendent paranoïaques puisque les régimes qui sont à la tête de ces pays-là ont des ennemis partout.
et en particulier des ennemis dans la violence politique, des ennemis qui ont des armes. Et donc, reconnaître un régime putschiste, c'est la meilleure manière de dire aux futurs putschistes qu'ils ont une chance pour prendre le pays, pour prendre d'autres pays, même voisins. Donc, ce n'est pas la meilleure des idées. Il se trouve qu'en Afrique, ça a plutôt contribué à la fragilisation du continent qu'à son renforcement. Alors, Lou Vialet, maintenant, la question, c'est que faire? Qu'est-ce que la France doit faire? Est-ce qu'elle doit rester à ses risques et périls? Est-ce qu'elle doit partir? Est-ce qu'elle doit rester, mais d'une autre façon? Alors, c'est un peu une question qu'on entend beaucoup. On a entendu certains candidats commencer à s'exprimer sur le sujet. Certain Éric Zemmour, par exemple. Oui, il a en effet abordé ce sujet-là dimanche dernier. J'étais devant mon poste, comme on dit, et j'avoue que je n'ai pas tout compris. Parce que d'un côté, je l'entendais dire qu'il fallait retirer nos troupes du Sahel ou du Mali. Il y avait une ambiguïté. De l'autre, il assumait que finalement, lutter contre l'immigration de masse, puisque tel est son projet, eh bien, ça devait se faire depuis la France, en coupant ce qu'il appelle les pompes aspirantes. Jusqu'à là, il y a une cohérence. On fait revenir nos troupes et puis on règle nos problèmes en France. Tout à fait, mais jusque-là. Oui. Et ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il était intéressant de laisser des bases militaires en Afrique subsaharienne et que le cas échéant, eh bien, il faudrait réintervenir dans les pays qui tomberaient aux mains des djihadistes ou aux mains des mafias. Moi, j'y vois une contradiction, c'est-à-dire il faut partir et en même temps, il faut rester. Donc, on ne sait toujours pas quoi faire si on écoute notamment ce candidat. En réalité, on ne va pas essayer de simplifier les enjeux. Ce qu'on peut voir, c'est la chose suivante. On a dit au début de cette émission de ce matin qu'on est un peu à la fin d'un cycle. On est dans les impasses de la décolonisation. Et ce qu'on voit, c'est que quand des régimes s'effondrent, et c'est à nos portes, encore une fois, un certain nombre de djihadistes qui ont fait les attaques du Bataclan provenaient de cette région du monde. Un certain nombre de nos ennemis directs proviennent et fomentent leurs attentats depuis cette région du monde. Et donc il s'agit de notre voisinage, il ne s'agit pas d'une guerre lointaine telle que l'Afghanistan pour les États-Unis, il s'agit de nos voisins directs. En réalité, c'est au-delà de la Méditerranée, c'est nos voisins. Il se trouve que si nous n'intervenons pas lorsque notre voisinage est en feu, lorsque le chaos se développe, c'est ce qui est en train de se faire. En ce moment, les dominos du Sahel sont en train tous de tomber et menacent maintenant le golfe de Guinée de tomber à son tour. Eh bien, si notre environnement proche est soumis à la loi des djihadistes, des mafias, et laisse des puissances telles que la Russie, eh bien, les manipuler, on y reviendra. J'espère dans la prochaine question, ou dans la question d'après, ou telle que la Chine imposer finalement leurs lois et diviser les locaux. Si on a tout ça et que nous sommes attentistes et que nous n'intervenons pas, eh bien, nous allons avoir un flanc sud de la Méditerranée qui sera complètement incontrôlable et qui finalement viendra nous contrôler. Donc la position attentiste me semble être la pire des choses à faire. Il me semble qu'il faut intervenir, mais savoir comment intervenir. Oui. Typiquement. Alors, comment intervenir? Alors, il faut savoir où intervenir et quand. Et là, on ne va pas faire le plan de bataille aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut mesurer, c'est la chose suivante. Lorsque vous avez des régimes putschistes qui refusent notre coopération et qui nous crachent dessus, et qui se lient avec des groupes paramilitaires comme Wagner, par exemple, et tout en discutant avec la Russie sur des accords de coopération militaire. Lorsque ceux-ci refusent notre aide, et l'aide européenne en général, puisqu'on voit le cas des Danois. Alors, c'est même pas ça, si vous voulez. C'est que d'un côté, là, ils ont refusé la force. C'était les Suédois de la force Takuba. Et il se trouve que les autres forces sont encore sur place. On a d'autres forces spéciales européennes qui sont au Mali et qui sont dans cette région des trois frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Et ils ne demandent pas que ces forces s'en aillent. En revanche, ce qu'on voit, c'est une stratégie de la tension. Ils veulent tout et son contraire, en réalité, où ils excitent le discours anti-français. Soyons simples. Il y a des régimes, il y a des juntes militaires qui sont apparues. Elles ajoutent de la confusion à la confusion. Elles amènent des acteurs qui se nourrissent du chaos. Et bien que la France retire son assistance monétaire, financière, militaire au Mali, mais pas au reste de la région. Que finalement, ces juntes soient isolées. De telle sorte à ce qu'on puisse reconstruire ensuite ces économies, reconstruire ensuite ces États, et reconstruire les sociétés civiles. Tout cela à travers, moi ce que je propose, c'est proposer une forme d'embargo. L'embargo a déjà été décidé par les autorités régionales.
la CEDEAO et l'UEMOA, en accord avec l'Union africaine, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à geler finalement ces États de la faillite et de les reconstruire, probablement en mettant une tutelle africaine, avec probablement des aides européennes. Mais ce qu'il faut, c'est geler cet effondrement des dominos qu'il y a à nos portes. Mais mais est-ce que ces pays-là, africains, vont accepter la tutelle ? Mais c'est des États faillis. Et donc, lorsqu'on commence à demander son avis à un militaire putschiste, on prend le risque de demander son avis à quiconque a un canon qui veut poser sur votre temple. Mais là, on va encore vous reprocher d'avoir une vision néocoloniale, finalement, de recommencer à décider pour ces pays. Là, il s'agit de trouver une solution qui soit bonne pour leur environnement régional, pour les pays africains, les pays nord-africains et les pays européens. La vérité, c'est quoi ? C'est que si notre environnement proche s'effondre, eh bien, on se posera la même question dans 10 ans. On se dira, mais comment faire pour fixer finalement les problèmes et pour les redresser ? Ce n'est pas avec la Russie qui excite les tensions, qui donne des armes, mais aucune aide ni aucune perspective pour ces pays pour se relever économiquement. Ce n'est pas avec la Chine qui aspire leurs matières premières contre de la propagande et rien pour redresser ces pays. Ce n'est pas avec cette perspective-là que l'Afrique se redressera et deviendra moins une menace pour l'Europe. Pour que l'Afrique ne soit pas la menace numéro 1 pour la survie de l'Europe dans les années qui viennent, ce qu'elle est en train de devenir, eh bien, il faut en effet la fixer et faire en sorte qu'elle ne s'effondre plus. Et ça passe en effet par peut-être des tutelles internationales, il faut y réfléchir. Merci beaucoup en tout cas Lou Vialet, spécialiste de la géopolitique africaine. Je cite vos livres, La fin du franc CFA chez VA Éditions et Après la paix, défi français. Alors là, on est en plein dedans. Au moins, ça a le mérite d'être vraiment d'actualité, toujours chez VA Éditions. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage autour du Sahel. Merci Lou Vialet. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.